Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Je vous préviens, on commence la semaine, on est tous très en forme. 0826 300 300, vous voulez vous installer autour de la table, participer aux discussions, nous interpeller, réagir. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Vous avez également le site sudradio.fr, les réseaux sociaux ainsi que l'application. De quoi on va causer dans ces débats? On va s'intéresser dans une petite heure à la finale de cette Coupe du Monde que vous avez forcément aperçue hier. Vous étiez des millions à la regarder à la télévision, à la suivre au restaurant ou dans les bars si vous étiez dans les villes. Mais on a quand même vu des choses étonnantes. On a vu des chanteurs oubliés, des gens refaits, beaucoup de chansons, parfois beaucoup de vulgarité également. Une mi-temps qui n'était pas qu'une mi-temps, mais littéralement un vrai show, un Super Bowl un peu du pauvre. Est-ce que ce à quoi on a assisté hier, c'est dans cette finale de la Coupe du Monde, est-ce la fin du foot populaire? Est-ce qu'on a vu ce que pouvait faire au maximum, de certaine manière, le foot de l'argent? Doit-on revenir à un foot plus populaire? On se posera la question au 0826 300 300. On va parler de la situation de ceux qui nous font manger, de nos agriculteurs, et comment ils nous font manger. Bien sûr, en trimant comme n'importe qui, ça c'est une évidence, en ne gagnant pas leur vie malheureusement, mais surtout parfois en utilisant certains produits, parce que c'est la seule condition pour eux de pouvoir cultiver certains produits, notamment la betterave, notamment la noisette, alors que dans quelques heures va à nouveau avoir lieu le débat, l'éternel débat sur la loi d'urgence agricole. Figurez-vous que cette fameuse réintroduction, mais parfaitement maîtrisée, parfaitement encadrée, de 2 petits pesticides qui sont absolument indispensables pour nos agriculteurs, ça fait énormément débat, même au sein du gouvernement. Jusqu'à Matignon encore ce matin, débat entre la ministre de l'Agriculture et la ministre de l'Écologie qui fait, il y a des points de crispation, et l'autre qui dit, non mais attendez, en fait c'est soit ça, soit on fait crever nos agriculteurs. Donc la question elle est simple ce matin, est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? 0826 300 300. Vous avez le programme des débats, il est 10h34, mais pour commencer, là aussi on va parler politique. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Généralement, quand on fait de l'antenne en plein été, on nous explique qu'on va s'ennuyer. Là, détrompez-vous, une fois de plus, on ne s'est pas ennuyé parce que les députés sont créatifs en réalité. Ils sont créatifs parce que vendredi dernier, il y avait une grande loi qui devait être votée sur la fameuse loi de la protection de l'enfant. Le tout, bien sûr, avec en fond quand même le décor lugubre de l'affaire Liana. Et donc, l'Assemblée nationale, à cause de la gauche et des écologistes, a repoussé la perpétuité pour viol en série sur mineurs de moins de 15 ans, avec une déclaration qu'on va écouter dans quelques instants du député LFI Éric Coquerel, qui juge que ces personnes ne sont pas forcément incurable. Est-ce que cette sortie, c'est la sortie de trop? Est-ce qu'elle vous choque? 0826 300 300. Pour en parler autour de la table, Najwa El Haïté, bonjour. Bonjour. Docteur en droit public et auteur de Maître, sortez-moi de là, c'est 2 éditions Mareuil. Lou Fritel, reporter politique, chargé du suivi des droites à Paris Match. Bonjour, ma chère Lou. Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour, mon cher Gilles. Bonjour. Et Mehdi Reich, analyste politique. Bonjour, Maxime. Avant d'aller clairement dans ce débat, je vous propose quand même d'écouter longuement Éric Coquerel, qui était interpellé sur le plateau de BFM TV sur la gauche et les écologistes qui, une fois de plus, n'ont pas souhaité voter la perpétuité pour viol en série sur mineurs de moins de 15 ans. Écoutez, quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait qu'il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. D'accord ? Voilà, c'est ça la question. Donc, oui. Mais est-ce qu'ils sont incurables ? Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison, qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de suivi de la justice. C'est un problème de suivi de psy, etc. Et là-dessus, il nous manque des moyens de manière cruelle. Il manque des moyens de manière cruelle, vous avez entendu, pas forcément incurables. Je vous vois tous un peu indignés. Vous le premier, Gilles Platré, est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a interpellé, cette déclaration? Je sais pas en fait le but. Alors, évidemment, c'est choquant. Je sais pas quel est exactement le but de Monsieur Coquerel dans cette déclaration. J'ai l'impression qu'il rame parce que son parti est essentiellement permissif et ne veut pas aujourd'hui entendre parler du durcissement de la loi pénale. Et c'est ça le fond du problème, parce qu'il peut bien nous dire que les pédocriminels en série ne sont pas incurables, qu'on manque de moyens pour éviter la récidive, mais on a quand même dans la société des individus qui, par l'horreur absolue de leurs crimes, la réédition de ces crimes, ne sont pas curables. Il faut qu'on se le dise à mon avis. Alors c'est sûr, c'est un échec de l'humanité peut-être, on n'est pas parfait, mais dans un monde qui est réaliste et qui regarde en
face ce qui aujourd'hui ne va pas chez lui, alors il faut agir. Et je ne vois pas comment on peut protéger la société sans en retirer des personnes qui la menacent et qui menacent en particulier les plus faibles d'entre eux. Mais là où vous avez raison, Gilles Platré, c'est que quand on voit les arguments qui ont été en réalité utilisés au sein de l'hémicycle pour faire tomber cet article qui proposait la perpétuité pour viol en série sur mineurs de moins de 15 ans, la gauche et les écologistes ont en réalité tout fait parce qu'elles voyaient dans cet article le symbole, je cite, d'un texte qui pencherait uniquement vers le répressif et passerait à côté de la prévention de la récidive. Najwa El Haïty. Non mais moi je ne suis pas étonnée par la position de cette gauche qui prône la prévention avant le répressif. Nous sommes tous attachés à la prévention naturellement, sauf que force est de constater que les pédocriminels récidivent. Et on l'a vu une fois plus dans ce cas tragique de l'affaire de la petite Liana où l'exemple type du profil de Jérôme Barella incarne parfaitement ce que vous décrivez. Tout à fait. Alors moi je veux bien entendre les bons sentiments de Éric Coquerel, sauf que la réalité c'est que la psychiatrie, et on le dit à chaque fois, c'est le parent pauvre de la médecine. Il n'y a pas de moyens. Alors je veux bien qu'on donne des moyens, mais on regarde la situation financière de la France, je pense que il va falloir plusieurs années pour que un budget soit octroyé, hélas, on peut le regretter, à la psychiatrie. Donc oui, il faut un durcissement de la loi pénale en la matière, parce que les victimes, je peux vous le dire en tant qu'avocate, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et face à ça, eh bien, il faut que la sanction pénale, elle soit au rendez-vous, ferme, sévère. Et je vous dis, en tant qu'avocate, je suis particulièrement, et je me répète, attachée à la prévention. Mais là, factuellement, il y a des cas parfois qui justifient ce type de décision. Mais bien sûr. Et là, c'est au juge d'en décider par rapport au profil, là, ce sera au juge de décider de la peine. Lou Fritel. Il y a deux choses dans l'argumentaire de la France Insoumise. Un argument qui effectivement existe, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens, et notamment sur la question judiciaire. Et demain, si vous enfermez des gens à perpétuité, vous avez intérêt à avoir des prisons. Alors, je pense pas qu'il parle de prison, mais en l'occurrence, c'est un sujet. L'autre, qui est beaucoup plus étonnant, c'est que dans ce parti où on met beaucoup en avant justement la parole des victimes et l'attention portée à la victime, en l'occurrence, leur rhétorique se fait sur la personne qui est jugée, qui est condamnée et qui va sortir de prison. Et d'une certaine façon, finalement, adoptent une rhétorique qui, pour moi, n'est pas du tout celle qui devrait être la leur dans leur position. Donc, honnêtement, je ne vois dans leur choix qu'une volonté de ne pas voter la même chose que le Rassemblement national. Finalement, pour vous, en fait, c'est pire que tout. Ce que vous décrivez, c'est uniquement un espèce de positionnement politicien. Politicien, complètement. Et c'est vrai que c'est là où je trouve que c'est choquant. Mehdi Reich. Oui, c'est très cynique politiquement. Il y a effectivement ce paradoxe entre mettre en avant la parole des victimes et en fait ce qu'ils font en fait à l'Assemblée nationale juste pour ne pas se positionner comme pourrait faire le RN. Mais moi, il y a une chose qui me choque dans l'argumentaire, c'est faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on doit prévenir les gens qu'il faut pas toucher les gosses. Je comprends déjà cette logique-là, je ne la comprends pas. Donc ça déjà pour moi c'est horrible. Ensuite, il y a ce que vient de dire Najwa sur l'augmentation des crimes sexuels. Il y a une parole qui, pour ça qu'il y avait pendant un moment mesdames on vous croit, ou aussi pour les enfants, c'est que il y a une augmentation considérable des crimes sexuels. On sait que beaucoup de personnes ne parlent pas parce que c'est très compliqué d'aller porter plainte. C'est vraiment revivre son agression plusieurs fois, puis ensuite il faut la redire. Oui. Donc les crimes sexuels de base, ce sont pas vraiment des crimes comme les autres. Ce sont des crimes qui détruisent les gens sur des années et des années. Donc l'argumentaire qu'avance la France Insoumise, politiquement, je trouve désastreux, et même de manière public, quand on voit ce qui s'est passé, il y avait aussi le cas de Cottineau qui était LFI. Vraiment, la posture, elle est intenable. Et il y a un point, moi, qui me perturbe beaucoup, c'est que non seulement ils ne se mettent pas vraiment du côté des victimes, mais c'est aussi se mettre du côté de l'agresseur quelque part. C'est-à-dire que vous vous placez du côté... C'est une sorte de circonstance atténuante dans les propos. C'est quoi en fait? On parle de violeurs en série, on parle pas de personnes qui font une agression, on parle de violeurs en série sur des enfants. Moi, la logique, elle est perturbante. Et en l'occurrence, aussi une chose, la perpétuité, c'est pas pour dissuader l'auteur. C'est pour empêcher que ça recommence. C'est pour protéger les victimes potentielles. Dans une logique de protection de la société. Et en fait, le problème, c'est que LFI refuse à la société le droit d'être protégée. Si vous poussez la logique jusqu'au bout, c'est ça.
Et je trouve que c'est une rupture du contrat social. Vous savez, toutes nos institutions, la création même de l'État dans l'histoire a été faite pour une seule chose, protéger la population. Et notamment les plus faibles. La loi doit être le bouclier des faibles. Aujourd'hui, qui est plus faible, sinon les deux extrémités de la vie, c'est-à-dire l'enfance d'un côté et le grand âge de l'autre. Et si vous ne mettez pas le paquet en termes de protection légale sur les plus faibles d'entre nous, vous rompez le contrat social. Et c'est absolument dramatique, c'est ce dans quoi LFI est en train de s'engouffrer. 0826 300 300, figurez-vous que notre conversation a interpellé un député qui était en train de nous écouter, qui nous a passé un coup de fil. C'est le député PS de Meurthe-et-Moselle, c'est Stéphane Ablot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Visiblement, vous écoutiez Sud Radio, quelque chose vous a interpellé. Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous? Ce sont les propos d'Éric Coquerel, c'est ça? Non, mais je souhaite participer et échanger avec vous au niveau du débat, parce que c'est normal aussi qu'un député ait son point de vue, et je voudrais dire que faut pas mettre toute la gauche dans le même sac. Moi, personnellement, je tiens à rappeler la position aussi de Colette Capdevielle, qui est avocate et qui est députée socialiste. Et déjà, elle souhaitait passer de 20 ans à 30 ans, et on n'est pas fermé pour certains d'entre nous, donc à voter pour la perpétuité, parce que on est aussi une gauche réaliste et pragmatique. Il y aura un débat évidemment au sein de notre groupe, mais moi j'ai été maire d'une commune. Quand je suis allé rendre visite à une dame qui voulait la médaille de la famille et qui me dit on me l'a pas donnée parce que mon mari, je l'ai dénoncé, il avait violé les enfants, j'avais pas envie, il était dans la pièce d'à côté, d'aller lui confier mon fils et de lui serrer la main. Et à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Il faut. Et donc vous entendez, pardon monsieur le député, vous entendez quand même ce que dit Éric Coquerel. Je veux dire, il a expliqué longuement, on n'a pas diffusé l'entièreté du propos, mais il est long, il est pénible, il est redondant. Vous avez quoi? Vous avez été choqué? Ça vous a interpellé? Comment politiquement vous lisez ces propos d'Éric Coquerel? Alors, c'est vrai qu'un député ne peut pas être spécialiste à la fois de la psychiatrie, peut pas être spécialiste de tout, mais il doit s'entourer de personnes compétentes dans le domaine de la justice, dans différents domaines, et surtout de la population. Et Coquerel, c'est son point de vue, mais je pense qu'il faut aussi écouter les victimes, évidemment. Et parler de prévention, c'est là où je suis pas d'accord avec un de vos intervenants. Il faut que, de toute façon, pour protéger la société, il faut aussi éduquer dès l'enfance pour expliquer que la sexualité, tout le monde peut être animé par des pulsions, mais il faut savoir aussi être responsable, encadrer et maîtriser ses propres actes et en être responsable. Et là-dessus, après, ce qui a pu interpeller, monsieur le député, ce qui a un peu interpellé, c'est que là, précisément, la loi visait à sanctionner très sévèrement ceux qui récidivaient. C'était pas, comme le disait tout à l'heure Mehdi Reich, qui avait du mal à saisir l'intérêt de la prévention face à quelqu'un qui a déjà visiblement récidivé à plusieurs reprises. On parle de maladie à ce point quand même. Oui. On peut pas mettre en liberté du trou, évidemment. Alors le but, c'est pas forcément. Merci de le préciser. Non, mais je veux dire, c'est du délire. Et bon, ça c'est un point de vue. Je m'invente pas et je sous-estime pas la parole des autres. C'est très bien de parler de prévention, parce qu'il y a un réel problème aussi où on doit libérer la parole dans la société, où on doit faire intervenir des médecins psychiatres. Et c'est vrai qu'il manque de moyens, mais là, on n'est pas sur le sujet là. Là, le but, c'est pas d'enfermer quelqu'un à vie, d'en faire encore plus des bons, c'est de ne pas le libérer pour ne pas le mettre, qui mettent en danger des enfants. Enfin, c'est récidivé. On est quand même face à des criminels qui ont violé en série, quoi. Là-dessus, on est bien d'accord. C'est intolérable qu'on trouve une solution, mais qu'on les laisse pas, même un seul cas qui se reproduit, même si c'est minime, au niveau du nombre, ça reste de toute façon trop. Et donc prendre cette question véritablement à bras le corps. Merci beaucoup, monsieur le député, de nous avoir interpellé, d'avoir appelé le standard de Sud Radio 0826 300 300 pour participer à la conversation et d'avoir passé aussi d'une certaine manière un petit coup de gueule de bon matin sur un sujet aussi important que celui-ci. On poursuit la conversation, messieurs, mesdames, et on poursuit aussi la conversation avec nos auditeurs. Vous êtes bien sur Sud Radio 0826 300 300. Une loi, en tout cas une mesure, c'était celle de la perpétuité pour viol en série sur mineurs de moins de 15 ans qui a été refusée par l'Assemblée nationale. Un député LFI, Éric Coquerel, qui dit que ces personnes-là, ces pédocriminels en série, ne sont pas forcément incurables. On en débat tout de suite. De la discussion avec vous, amis auditeurs, 0826 300 300 autour de la table. Lou Fritel, Najwa El Haïté, Gilles Platré, Mehdi Reich. On poursuit la conversation sur des propos qui ont pu choquer, qui ont pu interpeller, tenus sur un plateau télé hier sur BFM TV. C'est le député LFI Éric Coquerel qui s'est justifié en expliquant que, en réalité, alors que quelques jours avant, l'Assemblée nationale avait repoussé la perpétuité pour viol en série sur mineurs de moins de 15 ans. Vous entendez bien, l'Assemblée nationale a refusé ça à cause donc de la gauche et des écologistes. Et Éric Coquerel nous a expliqué sur un plateau télé que
que ces gens-là n'étaient pas forcément incurables. Il y a eu différentes analyses. À l'instant, un député PS nous a appelé en disant mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est assez fascinant de voir aujourd'hui des débats politiques sur ce type de propos, non? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'était très intéressant d'écouter ce député socialiste parce que on voit qu'il y a une gauche quand même irréconciliable. Parce que moi, initialement, je ne fais plus de politique, hein, mais avant, j'étais adhérente au Parti socialiste et il y avait une certaine gauche. Il y avait une certaine gauche qui prenait très au sérieux la sécurité. Vous voyez, on peut parler de Manuel Valls, on peut parler de Bernard Cazeneuve et d'autres élus socialistes. Mais vous avez, les filles, je rebondis sur ce que vous venez de dire, qui a un vrai souci avec la sécurité, mais c'est volontaire. Volontaire, c'est pourquoi? politique. Et puis c'est politique. Ils ont fait le choix, je parlerai au conditionnel, parce que je fais un procès pour diffamation contre moi, mais la réalité, c'est que quand vous voyez un maire de Saint-Denis qui aurait eu des relations avec certains délinquants, trafiquants de drogue, donc il y a un problème avec la sécurité. Et au-delà de ça, au-delà de ce maire, dès que vous parlez sécurité à LFI, c'est la police tue, la police. Non mais ça, à la limite, sont des barbares. on était habitué. Là, ce qui peut être interpellant, c'est qu'on est quand même encore dans le sillage de l'affaire Liana, qu'on a vu à quel point il y avait quand même un système qui était défaillant. On a bien vu. Là, il s'agit juste de protéger les plus faibles. Nos enfants. Pour aller dans votre sens, pour LFI et pour une bonne partie de la gauche, la perpétuité, c'est un truc de droite. La construction de prison, c'est un truc de droite. La sévérité, parfaitement résumé. Mais je n'ose pas imaginer, pardonnez-moi le fritel, que ce soit aussi basique que ça, que les députés ont fait quelque chose sur les mineurs, pour la protection de certains mineurs, uniquement parce que ce sera un argument de droite. Aujourd'hui, vous êtes dans un clivage permanent et assez hystérique, que ce soit de part et d'autre. Et effectivement, pour vous distinguer de Macron, de la droite, du RN, vous êtes prêt à toutes les compromissions. Donc on fait de la politique sur nos gosses. Et c'est ça, exactement. Oui, pour moi, c'est une compromission dans la mesure. Effectivement, la protection, c'est censé être aussi ce qui permet de protéger les plus faibles. Et notamment, et là, je reviens sur le maire de Saint-Denis, en l'occurrence, le fait de retirer, ou en tout cas de promettre, je ne sais pas s'il l'a fait, d'avoir promis pendant la campagne de retirer la vidéoprotection, la vidéosurveillance dans des endroits qui sont connus pour être des lieux de narcotrafic. Mais en fait, les populations sur place, qui sont des populations quand même assez pauvres, souvent issues de l'immigration, qui en fait sont complètement dans son électorat de base, c'est elles qui vont en pâtir. À toute crise, malheur est bon. Vous avez une illustration parfaite de ce que LFI ferait au pouvoir. Voilà, chacun prend ses responsabilités vis-à-vis de ça. Mais dirais-je. Oui, puis on a constitutionnalisé le principe de précaution. Donc on a le principe de précaution dans l'environnement, dans la santé, dans l'économie, c'est très bien. Partout, oui. Et donc là, il faudrait faire en sorte de gager quelque part la santé de nos enfants. Je ne comprends pas. Moi, la logique, vraiment, je ne le comprends pas du tout. 0826. On est au-delà du choquant. 0826 300 300, pédocriminels en série, pas forcément incurable, nous dit Éric Coquerel. Est-ce que cette série vous a choqué, vous a interpellé? Enfin, cette sortie, plus précisément. Vous nous avez appelé, Dominique, au 0826 300 300. Bonjour. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous les auditeurs. Mais merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dominique, comment vous avez reçu, parce que là on parle presque de ça, reçu les propos d'Éric Coquerel, vous, Dominique? Écœurant, vomitif. Ils sont incurables. C'est la gauche qui est incurable. C'est une catastrophe aujourd'hui, ce genre en sortie. On se demande de qui ils ont peur, en fait. Est-ce qu'ils ont peur d'eux-mêmes devant la barre des accusés? Peut-être parce qu'ils ont peur de s'y retrouver un jour. C'est peut-être pour ça qu'ils font ce genre de proposition de loi ou d'abrogation de loi. Parce que c'est très étonnant quand même. Ils ont plus envie de défendre l'accusé que nos enfants. Il faudra-t-il qu'un jour, ça soit un de leurs enfants qui soit violé en série, violé répétitivement, pour que ces gens prennent conscience de l'infamie de leurs propos, l'infamie de leurs décisions. Et moi, je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous dire, ce sont ces gens-là qui font la loi. Ce sont ces gens-là qui font les lois qui aujourd'hui écœurent les Français et que sont obligés d'appliquer certains juges. Et on rejette finalement la faute sur les juges, mais ce sont les ce sont les politiques qui font la loi, bien sûr.
la loi. Et faut pas oublier cela. Les juges n'utilisent que les outils que veulent bien leur donner le politique. Et aujourd'hui, le politique, c'est ces gens-là. C'est Éric Coquerel, c'est Mathilde Panot, c'est François Hollande. Ce sont tous ces gens qui aujourd'hui, c'est Louis Boyard, c'est Raphaël Arnaud. Ce sont ces gens qui mettons peut-être quand même l'ancien président de la République, François Hollande, un tout petit peu à part. Vous plaisantez, je le mets dans le lot, mais est-ce que vous entendez François Hollande aujourd'hui monter au créneau, se désolidariser de ses propos iniques, odieux, vomitifs? François Hollande ne vaut pas mieux qu'eux. François Hollande est en train de préparer son espérance de retour, mais François Hollande est prêt à toutes les compromissions comme les autres, comme l'ont été énormément de socialistes. Et j'aimerais aujourd'hui qu'il y ait une vraie dissociation entre le grand socialisme de Jaurès et cette espèce de marigot putride qui se permet ce genre d'horreur. Mais vous pouvez pas imaginer, moi j'étais ce matin... mais on entend votre colère, Dominique, mais j'ai une question à vous poser. Vous semblez quand même suivre la politique assez attentivement. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie qui a été construite et développée autour de la table, que en réalité ce sont des propos uniquement pour se détacher d'une partie de la droite sur la perpétuité, sur le discours de la sécurité, surtout de ne pas voter un texte main dans la main avec le Rassemblement national? Écoutez, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, je me pose aussi quand même la question de savoir si, au fond d'eux-mêmes, ces gens-là ne pensent pas ce qu'ils disent. Parce que c'est ça qui m'effraie le plus. Parce que ça serait simplement une stratégie politique. On pourrait la décoder. Vous êtes tout à fait, vous, Maxime, à l'aune de pouvoir dire non, ça c'est une stratégie politique. C'est me prêter beaucoup trop d'ambition. Mais non, vous êtes tous les jours en train d'être le commentateur de l'actualité, des propos politiques. Donc vous êtes tout à fait à même de pouvoir le faire. Et indiquer aux gens, attention, warning, là ils sont juste en train d'essayer de se dissocier de la pensée de droite, comme le travail est de droite, le capitalisme est de droite, la famille est de droite aujourd'hui, mais vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes tombés. Non, je pense que le plus grave, Maxime, je pense que ces gens, au fond d'eux-mêmes, ont pense un peu ce qui, pense un peu ce qu'ils disent par moment, et qu'il n'y a pas uniquement de la politique. Vous vouliez réagir un peu tous autour de la table, que ce soit Mehdi ou Lou, par rapport à ce que disait Dominique. Alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut pas oublier le contexte. Alors il y a l'affaire Liana, mais on rentre en période d'élection présidentielle. Donc pour moi, il y a évidemment une question de stratégie politique. Il ne faut pas voter comme le RN. Mais il y a probablement aussi un argument idéologique derrière. C'est aussi le tout explicatif, soit par la sociologie, soit par la psychologie. Et on en revient à l'argumentaire qu'a annoncé tout à l'heure, qu'a élaboré tout à l'heure Gilles. Il y a des individus que vous ne pourrez jamais changer. Et les éléments de violence et des personnes qui sont attirées par les enfants ou par une sexualité avec les enfants, vous ne pourrez jamais les changer. Et en fait, c'est nier cet argumentaire-là. Lou Fritel. Alors, je pense que vous avez raison qu'il y a aussi ce fond-là, mais c'est vrai que pour pratiquer quand même les députés assez régulièrement, quand vous allez vraiment au fond des argumentaires, surtout quand vous sentez qu'ils sont assez brinque-ballants, c'est généralement à gauche, en général, le refus de voter avec le RN qui arrive sur la table à la fin. Et en fait, mais c'est même pas que de la stratégie. Je pense qu'il faut bien comprendre que c'est un ADN aujourd'hui, et notamment pour la gauche. C'est tout ce qu'il leur reste. Oui, pour la gauche non mélenchoniste aujourd'hui, leur objectif, c'est de trouver un candidat pour faire barrage à Mélenchon et à Le Pen. Et quand vous les écoutez effectivement sur leur programme, c'est tout ce qu'il en sort. Et une autre chose on n'a pas parlé non plus d'un autre dossier qui est quand même explosif et qui est malheureusement à mettre au crédit d'une mairie de gauche, c'est la question de la pédocriminalité dans le périscolaire à Paris, qui a quand même été un sujet qui a été peu abordé finalement pendant les municipales, qui a été sous-jacent quand même. Je me souviens de la droite qui s'en saisissait un peu, mais finalement aujourd'hui ça commence à exploser. Il y a ça encore aussi. Trop peu par rapport en plus à la gravité des faits. Et en l'occurrence, la municipalité sortante, parce que même si le nom du maire a changé, c'est la même municipalité, a sa part de responsabilité. Mehdi Reich. Oui, alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un point qu'il faut quand même ajouter, c'est que certes c'est dans l'ADN politique de la gauche, mais il y a aussi ce qu'est la gauche aujourd'hui. Est-ce que le PS existe aujourd'hui sans LFI ? Non. Concrètement, il n'existe pas. Toute la gauche est assujettie soit à Mélenchon, soit à des députés. Ils n'ont pas de programme. Bien sûr, donc, ils ne peuvent pas faire autrement en ce sens. Je pense que ça, c'est un réflexe naturel politique de l'ADN de la gauche, mais c'est aussi la nature structurelle de ce qu'est la gauche aujourd'hui. En fait, on assiste avec cette affaire, quelque part, à la réalité du naufrage de la classe politique française.
Et on le sait, mais c'est bien de temps en temps d'avoir des preuves. Et là, on en a une. Je suis entièrement d'accord avec vous, Mehdi. Il n'y a pas de PS sans LFI. Et aujourd'hui, et donc ça nous éclate à la figure. Non, mais c'est clair. Et ça veut dire que la décomposition politique, parce que c'en est une, la décomposition politique, elle va jusque là. Et je vous rejoins complètement. Oui, on est dans des stratégies à l'Assemblée. Seul préside des stratégies politiciennes. L'intérêt général est largement absent de la plupart des délibérations et on est dans un jeu de chien de faïence qui aujourd'hui est en train d'enterrer la démocratie. Elle a été mot de la fin. Oui, alors moi je partage les propos de Mehdi. Je pense qu'il y a de la stratégie politique, ça c'est certain. Mais il y a aussi une idéologie. Une idéologie prégnante parce qu'à chaque fois, moi d'ailleurs, on constate qu'ils s'entourent de sociologues qui alimentent. Mais pour moi, c'est pas l'idée, la sociologie en fait. Mais je vais vous dire, même vous parliez tout à l'heure du périscolaire. Le périscolaire, il y avait une bien-pensance par rapport au périscolaire. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas voir. Enfin, donc l'idéologie, en plus parfois de la minable tactique politique qu'on peut Mais oui, moi observer. je pense que c'est les deux. Ça c'était le premier débat. On poursuit avec là aussi quelque chose qui va se passer à l'Assemblée nationale dans quelques heures et qui risque là aussi d'agiter quelques députés. Tiens, notamment de gauche, notamment écolo. Là aussi, il y aura peut-être aussi un peu d'idéologie. C'est la question des pesticides, alors que la science les autorise, que la science les encadre. Ils ne sont interdits qu'en France en réalité, autorisés partout ailleurs en Europe. Pourtant, la loi d'urgence agricole veut les réintroduire. Et alors là, je vous dis même pas à quoi on a le droit. Il y a des batailles grecques qui étaient moins épiques que ça. Est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? 0826 300 300, suite du débat sur Sud Radio. À tout de suite. 13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous installez avec votre café autour de la table, vous êtes peut-être en train de prendre la route des vacances, tiens, si vous êtes chanceux, vous nous écoutez, vous avez envie de passer un coup de cœur, un coup de gueule, participez aux discussions, vous êtes les bienvenus, vous avez également le site sudradio.fr, les réseaux sociaux, ainsi que l'application. On va désormais parler d'une petite loi, je rappelle qu'à 11h30 on parlera du foot, hier c'était la finale de la Coupe du Monde, et alors si vous êtes tombé sur la chaîne, vous avez peut-être vu des choses surprenantes, beaucoup de festivités, des chanteurs inconnus, des stars défigurées par la chirurgie, c'était normal, c'était la finale de la Coupe du Monde made in les États-Unis. Est-ce que avec toutes ces stars, toutes ces paillettes, on n'a pas vu le summum de ce qu'était le foot et l'argent? Est-ce que cette finale a donc, ou même cette Coupe du Monde plus largement, a signé la fin du foot populaire? Vous venez parler autour de la table au 0826 300 300. Mais pour le moment, on va mettre les mains dans la terre. Si vous voulez bien, on va s'intéresser à nos agriculteurs. Loi d'urgence agricole qui sera discutée à l'Assemblée nationale une ultime fois, donc d'ici cet après-midi, avec cette petite question quand même qui gêne toujours. Il y a même des allers-retours entre la ministre Annie Genevard, qui est la ministre de l'Agriculture, puis Monique Barbu, qui est la ministre de la Transition écologique, parce qu'il y a un point qui bloque, c'est la fameuse réintroduction de certains pesticides, notamment, rappelez-vous, de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, et c'est très utile, notamment pour ceux qui cultivent la betterave, pour ceux qui cultivent la noisette. C'était, s'il y a une sensation déjà vue quand vous nous écoutez, c'est normal, parce que c'était déjà le débat l'été dernier avec la loi Duplon, où ça avait provoqué, rappelez-vous, des signatures, des pétitions, du débat houleux, de la manifestation, de l'affolement, du Conseil constitutionnel. Bref, est-ce que, alors que les ultimes discussions sur la loi agricole vont avoir lieu d'ici quelques heures, est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? 0826 300 300. Gilles Platré, est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? Certains seraient prêts à ce sacrifice, oui. Et là, on parlait tout à l'heure d'idéologie, je pense que là, on est en plein dedans. Moi, je suis plutôt libéral quand même de nature, et j'ai pas du tout envie que la terre soit détruite et nous avec. Donc j'ai pas non plus envie de manger des pesticides tout au long de l'année. Personne non, mais ce que je veux dire dans la non, mais justement. Donc moi je suis rassuré par rapport au texte qui a été trouvé en commission mixte paritaire et qui va être rediscuté à l'Assemblée aujourd'hui. L'issue du vote est totalement incertaine. Le gouvernement lui-même ne sait plus trop. Là aussi, je sais pas s'il y a un sujet sur lequel il sait où il habite, mais en tout cas celui-ci il laisse encore planer des incertitudes. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être plus vertueux que les vertueux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être le seul pays dans un système d'économie ouverte comme elle l'est aujourd'hui, notamment en matière agricole et surtout en matière agricole, à pratiquer des politiques qui soient pour certaines productions en particulier, on pense à la betterave, vous avez cité la noisette tout à l'heure, les cerises aussi, qui sont des politiques qui ne sont pas pratiquées à l'extérieur. Donc on est en capacité d'accepter que rentrent sur notre marché des produits
qui ont été traités avec ces pesticides qui sont autorisés à l'extérieur et les interdire chez nous. Écoutez, au bout d'un moment, il faut juste un peu de bon sens en politique. J'espère qu'il prévaudra à l'Assemblée nationale. Je suis sûr de rien, vous non plus d'ailleurs, personne ne peut être sûr de ce qui va sortir, mais il y a simplement une distorsion de concurrence, et quand on veut que l'économie soit ouverte, on règle d'abord ce problème de distorsion avant d'assassiner ses propres producteurs nationaux. Et d'ailleurs, vous parlez tout à l'heure d'idéologie, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui a donné une longue interview hier dans le journal du dimanche, le dit, la loi d'urgence agricole, dans laquelle se trouve en effet la réintroduction de ces produits, ne peut échouer par idéologie ou calcul politique, Lou Fritel. Alors, moi, je vais mettre une nuance, parce que j'en ai longuement parlé avec Annie Genevard plusieurs fois, on a fait plusieurs interviews, et je comprends que aujourd'hui, les gens ne veuillent pas réintroduire des choses qui ont été interdites avant. La question qu'on aurait dû se poser, c'est pourquoi on les interdit alors que d'autres pays européens ne le font pas. L'autre chose, c'est que c'est un sujet qui se règle effectivement au niveau européen. Et enfin, une dernière, je suis désolée, mais il y a un problème de consommation du français en général. C'est-à-dire qu'on peut interdire des produits phytosanitaires pour avoir une viande ou des produits en général de meilleure qualité, à partir du moment où vous avez une volonté populaire et surtout un comportement alimentaire qui le permet. Prenez les Italiens. Les Italiens ont sacralisé leur nourriture et leur made in Italy. Le fait est que là-bas, vous pouvez payer, vous acceptez de payer plus cher pour avoir de meilleurs produits. En France, c'est pas le cas. En France, on essaie d'imaginer un attachement à la nourriture française, à la consommation française, à la production française qui n'existe pas. Aujourd'hui, le McDo a remplacé le bar tabac. Donc, Gilles Blattré est en désaccord sur les accords. Moi, je vous le dis, en tout cas, pas majoritairement. Je vous dis pas qu'une partie de la population n'est pas, comme vous le dites, plus portée vers le McDo que vers la brasserie traditionnelle. Un exemple. Prenez des œufs élevés en plein air et prenez des œufs bio. La différence de prix, elle est généralement de quelques centimes. Et les agriculteurs n'arrivent pas à vendre les bio parce qu'en fait, ils sont un chouille plus chers. Donc, ils préfèrent reprendre. Donc, le fameux comportement de citoyen de faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme, n'existe pas visiblement dans la majorité. Il n'existe pas. Ils préfèrent prendre un label consommé, élevé en plein air. Mais en l'occurrence, je veux dire, le label bio français, c'est sans doute le plus vertueux de tous. Vous avez aussi une deuxième chose qui serait très importante à mettre en place, c'est effectivement de l'explication de texte aux enfants, aux adolescents, parce que par exemple vous avez un label qui s'appelle produit de qualité. Vous savez ce que ça recouvre? En gros, c'est tout ce qui est produit en France, mais aussi en Europe. Donc vous pouvez très bien tout d'un coup acheter des œufs polonais sans que... Exactement. En l'occurrence, dites-vous bien que par exemple quand vous avez ce label-là couplé à bio, quand vous achetez du bio espagnol, ça pourrait pas être du bio chez nous. Donc il y a quand même aussi ça. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Gilles Blattré, la fin du débat sur brasserie versus McDo. C'est un super débat. Bourguignon. Vous savez d'où je viens, à la Bourgogne. Donc c'est pour ça que je réagis vertement, parce que je pense qu'il y a encore des pans entiers de notre population qui sont prêts à investir sur la qualité. Après, il peut y avoir aussi un problème de pouvoir d'achat. Alors ça se joue pas toujours qu'à quelques centimes. Je dis simplement, ça se joue pas toujours qu'à quelques centimes. Il y a aussi des différences de prix qui sont parfois plus marquées que cela. Et je peux comprendre, parce que j'accompagne aussi ces populations, que lorsque vous êtes avec des fins de mois très compliquées, vous allez plutôt vers ce qui est moins cher. Donc ça, mais c'est pas l'argument par rapport à la défense. Vous allez vous battre aussi pour un pot de Nutella, de noisettes qui sont faites en plus en France. J'entends, mais par contre, je voudrais juste, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé aussi, l'éducation de la jeunesse. Je pense que on est un certain nombre de mairies, on est même de très nombreuses mairies à le faire dès la cantine, c'est-à-dire à profiter de ce temps, d'abord pour avoir des produits les plus locaux possibles, ça c'est très important pour nous, les plus bio possibles, et puis aussi d'arriver à travers ça à faire l'éducation des jeunes, notamment pendant le temps périscolaire, le temps du partage des repas. Donc on avance peut-être plus qu'il y a quelques décennies, on avance pour justement faire cette éducation qui est absolument nécessaire si on veut pas que les comportements s'empirent de génération en génération. Une éducation prend toujours du temps, mais bien sûr. Alors oui, il y a la question de l'éducation. Là, on revient sur le sujet de la consommation et comment consomment les Français. Mais il y a un point qui est important et on revient sur le sujet européen. Ça ne peut qu'être traité au niveau européen, parce que c'est un effet de distorsion. Si tout le monde utilise des pesticides et que vous n'êtes pas en capacité de les utiliser ou que vous interdisez, vous êtes hors marché. C'est obligatoire. En fait, vous vous faites tuer sur le marché. Avant même d'entrer sur le marché, vous êtes déjà mort. Donc déjà, c'est foutu à ce niveau-là. Donc oui, il y a peut-être pas une volonté d'asphyxier les agriculteurs, mais une partie de l'agriculture française va être sacrifiée. Et là, il y a un point important, c'est qu'il y a des agricultures françaises. C'est pas toute l'agriculture française. Il y a des agricultures françaises qui marchent très bien. Mais il y a une autre partie de l'agriculture française qui, sous ce prétexte-là, va forcément être sacrifiée parce qu'en fait,
c'est pas soit un assez gros marché, soit l'effet de concurrence au niveau européen sera tel que ça ne fonctionnera pas. Et en revanche, il y a un autre point qu'il faut quand même signaler. C'est que même si vous arrêtez la production, même si vous faites en sorte que l'acétamipride ou tous les néonicotinoïdes, si je l'ai bien prononcé, soient interdits en France, la consommation continuera toujours. Et il y aura toujours un moyen sur le marché de consommer. Donc c'est un peu un problème sans fin. Je pense que pour un Igenvar, c'est plus une problème de gestion de crise, mais on sait très bien comment ça va se terminer à la fin. Ce seront des pans de l'agriculture française qui vont mourir, et on va faire en sorte que les très grosses agricultures françaises qui marchent bien, on soit en capacité de les mettre en avant. Pour moi, ça terminera de cette manière-là. Najwa El Haïté. Non, mais c'est vrai que ce débat oppose plusieurs impératifs légitime, notre santé, on l'a dit, notre souveraineté alimentaire, préserver la compétitivité de nos agriculteurs, et puis naturellement le respect de notre environnement. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je vais vous raconter une anecdote. Il y a une fédération de producteurs de pommes qui m'avait invité pour à l'époque j'étais élue, donc j'étais adjointe au maire. Ne vous justifiez pas sur ce passé parti socialiste. J'aurais été avocate, non, parce qu'on peut se dire oui, avocate, qu'est-ce qu'elle est partie faire dans une... Vous choisissez vos dossiers, maître, pas de problème. Mais j'aurais pu les défendre d'ailleurs. Et donc je me rends à l'invitation de cette fédération de producteurs de pommes, et ils m'expliquent que c'est de plus en plus compliqué parce que on interdit aux producteurs de pommes d'utiliser certains pesticides. Donc moi je vais pas me lancer dans le nom, c'est ce que je risque de me tromper. Et il me dit, et à côté de ça, nous avons des producteurs de pommes italiens qui sans difficulté utilisent ces pesticides et vendent à des prix cassés leurs pommes sur le marché européen. Donc notamment en France. Et il dit, et nous on a énormément de mal, et d'ailleurs nous sommes en procédure collective. Et donc là il y a un vrai souci quand même, c'est-à-dire qu'il faut pas absolument que la France soit le meilleur de la classe européenne et en fasse toujours ce plus. Ce que disait Gilles tout à l'heure, plus vertueux que les vertueux. Mais voilà, faut arrêter. À un moment il s'agit de la survie de nos on a surtransposé depuis longtemps. En fait, vous dites pourquoi est-ce qu'on est obligé de revenir en arrière? Parce qu'on a surtransposé. Le cadre est européen, mais pas dans le détail. La liberté est laissée à chaque État de légiférer en la matière. Et on a été toujours tout de suite le plus haut possible. Sauf que les autres n'ont pas suivi. Il faut juste un peu réaliste. Regardons ce que faisons les autres. Soyons pas plus bêtes non plus. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en danger notre population, parce qu'elle ne le serait pas avec ses introductions. Mais il faut le dire tout simplement. Encore peut-être que faut-il le rappeler, l'ANSES, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est en fait l'Agence nationale de santé publique, pour aller vite, a déjà encadré en fait les taux, et la ministre ne fait que rapporter dans la loi l'encadrement que précommande en France, que recommande même en France l'Agence nationale de santé publique, Lou Fritel. Quand même, il faut bien se dire qu'en 2 ans, parce que pendant les élections européennes, on en discutait beaucoup, l'agriculture c'était un vrai sujet. En 2 ans, la France a eu une balance commerciale déficitaire. Avec son agriculture, alors que c'était jamais arrivé depuis 50 ans. C'était sans doute le dernier secteur, on va dire industriel, qui permettait justement de garder la tête hors de l'eau. Ça fait 2 ans qu'on a, en 2 ans et demi, qu'on a des manifestations agricoles, qu'on a une crise agricole. Et en l'occurrence, ce qui est quand même assez navrant dans cette histoire, c'est qu'on est comme d'habitude, mais on le dira aussi sur d'autres sujets, en train de courir après l'actualité pour essayer justement de sauver ce qui est encore sauvable. En l'occurrence, vous avez en plus des scandales sanitaires sur la production, par exemple, de blé pour les pâtes, pour le riz, en même temps que vous avez une canicule qui n'en finit plus en France. Je pense que malheureusement, le sujet agricole risque de se casser la figure sur les considérations écologiques du moment. Retour de certains pesticides à l'Assemblée nationale, parce que c'est le débat dans quelques heures sur la fameuse loi d'urgence agricole qui, au passage, contient tellement de choses qu'elle est excessivement attendue par énormément d'agriculteurs. Est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? Parce que c'est quand même visiblement ce que certains s'apprêtent à faire. 0826 300 300, on en cause juste après une très courte page de pub. À tout de suite. 126 300 300, on poursuit la conversation avec vous, amis auditeurs, sur cette loi, la fameuse loi d'urgence agricole qui fait son retour à l'Assemblée nationale avec la réintroduction de certains produits interdits en France, autorisés ailleurs sur l'Union européenne, et ce débat qui va avoir lieu, qui va être excessivement pénible. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, que ce soit que la loi passe ou que la loi ne passe pas, on va entendre tous les camps dire « Ah mais je vous l'avais bien dit, de toute façon c'était dangereux, de toute façon ça va être insupportable ». La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on va laisser mourir nos agriculteurs uniquement pour faire plaisir aux écolos? Alors je pose la question avec un peu
peu de cynisme dans la voix, parce que c'est vrai que quand on entend la ministre de la Transition écologique en opposition à Annie Genevard dans la tribune dimanche hier, qui dit que oui, quand même, c'est vrai que cela pose problème, qu'on réintroduise certains produits. C'est-à-dire que même au sommet du gouvernement, on voit bien qu'il y a une tension. Ce que certains voient d'utilité publique, ça provoque véritablement des frictions, Ah oui, bien sûr, mais c'est pourquoi je vous disais que la position du gouvernement n'est pas encore affirmée sur ce sujet-là. L'heure de vérité approche, mais très honnêtement... Le principal sujet qui crispe, disait encore hier Monique Barbu. On est bien d'accord, et je pense que ça va être assez intéressant et assez révélateur de l'inconsistance gouvernementale, puisque on voit très clairement que plusieurs lignes sont à l'œuvre, et que pour le moment, le Premier ministre ne semble pas avoir tranché. Mais là, encore une fois, le débat et le vote va sans doute nous éclairer. Lou Fritel, vous qui êtes habitué de ces coulisses gouvernementales, c'est vrai qu'à ce point, cette question-là, au sein de l'agriculture, ça s'affronte au sein du gouvernement ? Mais c'est un sujet qui a toujours été hyper inflammable, quelle que soit la période. Souvenez-vous de Nicolas Hulot, souvenez-vous de tous les ministres de la transition écologique qui se sont succédés. Il y a toujours eu un affrontement avec l'agriculture, mais c'est la même chose avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, jusqu'à récemment, parce qu'aujourd'hui vous avez la même coloration dans ces deux ministères, la même coloration politique, pardon. Donc pour moi, c'est pas étonnant. En l'occurrence, ce qui est plus étonnant, c'est de voir, c'est le manque de savoir-faire communicationnel de Monique Barbu. Je m'explique. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est pas un manque de savoir-faire, c'est juste inexistant, ma chère Lou. Oui, mais peut-être. Moi, je salue le fait que nous ayons un gouvernement assez techno, donc des gens qui sont au travail. Mais en l'occurrence, sur ce genre de sujet particulièrement inflammable, il serait peut-être de bon ton de faire ou de donner quelques petits tips, petits cours de média training, parce que en l'occurrence, quand vous avez s'écharper publiquement. Non, mais ne pas s'écharper publiquement, et surtout, je veux dire, Monique Barbu, elle s'est quand même illustrée sur la canicule, où je comprends ce qu'elle dit quand elle dit on va pas mettre de la clim partout, mais il faut pas le dire, il faut pas le dire comme ça. Le problème est là en réalité. J'ai cru que vous alliez être encore plus méchant que moi. J'ai cru que vous alliez dire j'ai beaucoup de respect pour ceux qui gèrent la communication de Monique Barbu. J'allais dire de là à saluer le travail, je ne sais pas, Anna Joie. Petit coup de gueule. Vous disiez, Maxime, votre question c'était va-t-on sacrifier nos agriculteurs pour faire plaisir aux écolos? Moi, je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol de faire plaisir aux écolos. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu ce que ça a donné concernant le nucléaire. Vous avez vu le résultat. Là, aujourd'hui, on est parti pour sacrifier nos agriculteurs, notre souveraineté alimentaire. Mais j'ai envie de leur dire, mais alors mobilisez-vous, faites du lobbying auprès de l'Union européenne, puisque ça se joue en Europe. Faites du lobbying auprès de l'Union européenne pour que les pesticides que vous interdisez à nos agriculteurs, soient appliqués à l'ensemble des États membres. Et là, vous êtes quitte à avoir la logique mortifère, autant la pousser jusqu'au bout. Gilles Platret disait, c'est une question de bon sens. Ayons du bon sens en politique et arrêtons de nous tirer à chaque fois une balle dans le pied. Après, il est un peu plus dubitatif là. Je suis d'accord sur le fond, mais en fait, le lobbying au niveau européen, il est déjà fait. Et ça fait des années qu'il a été fait, les lobbying agricoles, ils sont très forts au niveau européen. Sauf que pourquoi attendez, pourquoi alors l'Italie s'en sort? Oyez, jeunes gens. Lou Fritel veut nuancer, elle fait des mouvements. C'est pas la réalité. Non, mais surtout, il faut bien se rendre compte que les écolos les plus virulents au Parlement européen, ce sont les écolos français. Les autres sont beaucoup plus réalistes. Très caricaturaux. Ils sont très caricaturaux et beaucoup plus réalistes. En l'occurrence, effectivement, pour parler de la PAC, ça rigole. Non, mais pour parler de la PAC, c'est vrai que les autres pays se sont bien plus mobilisés que nous. Tout à fait. Nous, on a été en dessous de tout, à commencer aussi par le gouvernement français. Parce que c'est idéologique. Mais aussi parce que la nature française, j'ai l'impression, c'est de courir après l'actualité. Par exemple, quand nous étions en train de finir les négociations sur le Mercosur, la France bloquait, elle ne voulait pas signer. L'Italie l'a rejointe. Pourquoi? Pas parce qu'elle savait qu'on pouvait obtenir quelque chose, en l'occurrence c'était plié, mais parce qu'elle s'est dit qu'elle avait un moyen de faire pression pour ensuite pouvoir négocier une rallonge, ou au moins, c'était pas une rallonge, c'était des dispositions supplémentaires pour l'Italie. C'était c'était récupérer au niveau européen de l'argent promis plus tardivement, mais en tout cas l'avoir tout de suite. Ils ont pu négocier ça. Nous, on n'a rien fait, on n'a pas pensé. Mais qu'a donc fait la ministre de l'Agriculture alors?
Ah, mais la ministre de l'Agriculture, elle est aussi présidente de la République qui est dans ses chaussures. Oui, d'accord. Mais et qui est un vrai problème. Elle négocie. Je sens quand même votre sensibilité pour Annie Genevard. Je suis admiratif. Ah, on est déjà Moi qui ne la partage pas. Donc, il est vrai que Annie Genevard, quand elle est arrivée au ministère de l'Agriculture, a dit tout de suite que le Mercosur n'était pas forcément souhaitable, qu'il y avait une vraie question de souveraineté à se poser, et que le président de la République a rattrapé cette logique-là, mais au début n'était pas du tout sur ce 0826 300 des auditeurs qui nous appellent, qui sont aussi parfois des agriculteurs. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi, Eric. Comment vous regardez, vous, cette question? Vous êtes agriculteur, c'est ça? Je suis agriculteur, oui, je suis marié dans les Bouches-du-Rhône. Je suis agriculteur, accessoirement aussi président d'un centre d'études techniques agricoles et vice-président de l'APREL, où on mène toutes les expériences, que ce soit phytosanitaire, que ce soit lutte intégrée, que ce soit qui a trait au maraîchage. Mais alors justement, Eric, les produits phytosanitaires, les pesticides, là, quand vous voyez ce qui va être discuté dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale, comment vous les regardez ces questions? Vous utilisez des pesticides, vous en avez besoin? Oui, nous on est en lutte intégrée, mais moi je peux vous dire, pour vous parler de la branche que je connais le mieux, qui est le maraîchage, c'est que nous déjà on travaille avec de la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on a supprimé de notre calendrier de production beaucoup de produits phytosanitaires, notamment des insecticides. Mais on ne peut pas tout. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas supprimer des produits si on n'a pas des solutions de remplacement. On met des filières en danger, réellement en danger, par rapport au fait que tous ces insectes, que ce soit des pucerons, que ce soit de la lorode, que ce soit, sont porteurs de virus. Très souvent, ils peuvent être porteurs de virus. Donc, on rajoute encore des risques et on multiplie les risques. Nous, vous savez, c'est ce que je dis toujours, c'est pas une passion de traiter, utiliser des produits phytosanitaires. C'est juste que vous n'avez pas le choix. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On a une culture, on est envahi de quoi que ce soit, d'acariens, d'acarios bronzés, de pucerons, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh ben tant pis, on verra l'année prochaine, et on laisse passer. Ou est-ce qu'on prend le train en marche et on se dit, à ce moment-là, dans un cadre très réglé, parce que je tiens à préciser qu'en France, on a quand même un cadre très réglé sur les produits phytosanitaires. L'après, on édite des calendriers avec des délais avant récolte, avec des délais avant de rentrer dans les serres. Vous savez, je suis un humain, je ne fais pas rentrer mes gens où moi je ne peux pas aller. C'est-à-dire, on respecte tout ça. Je ne choisis pas mes tomates pour manger, je prends n'importe où. Parce qu'on a toujours respecté ce qu'on devait faire. On travaille. Enfin, je veux dire, on est responsable. On n'est pas des gens qui empoisonnent. Évidemment. Certaines personnes qui marquent paysans amis des cancers. Enfin, à un moment donné, posez-vous la question de ce qui vient de l'étranger, de ce que vous mangerez quand on ne sera plus là. Et là, je tire vraiment. Parce que là, étrangement, il y aura beaucoup moins de règles, il y aura beaucoup moins de cadres, il y aura certainement beaucoup plus de produits en revanche. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous au 0826 300. Ah, c'est un festival ce matin, parce qu'on a un deuxième Eric aussi qui nous a appelé. Bonjour, Eric. Bonjour. J'ai l'impression d'être dans un mauvais. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être dans un mauvais sketch. Mais merci beaucoup d'être avec nous, Eric. Vous, comment vous regardez ce débat-là? Produits phytosanitaires, pesticides, parfois combat idéologique au sein même du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Dites-nous tout. Déjà, c'est pitoyable. Au niveau du gouvernement, personne n'est d'accord. Mais je crois qu'il faut un petit peu élargir la focale. Moi, j'ai le sentiment que l'objectif n'est pas uniquement de faire plaisir aux écolos, mais surtout de faire plaisir à l'Ukraine et à von der Leyen, à la communauté européenne. On est déjà envahi par les poulets ukrainiens qui sont gavés d'antibiotiques, qui sont nourris par des grains. Je vous dis pas le nombre de pesticides qu'il y a dedans. Mais en plus de ça, si jamais on laisse le marché à l'Ukraine, tous nos sols alliés vont s'écrouler en France. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc en réalité, c'est quoi l'idée, Eric? C'est que vous regardez ça comme étant quoi, c'est horrible à dire peut-être, mais un clou de plus dans le cercueil des agriculteurs qu'on construit déjà depuis quelques années? C'est exactement ça. Je crois qu'ils ont beau manifester, ils peuvent rien faire, puisque c'est décidé au niveau européen et qu'on n'a plus aucune souveraineté. Notre politique agricole est catastrophique. La balance commerciale, vous le disiez tout à l'heure, est déficitaire depuis 2 ans, alors qu'elle nous tire vers le haut. Donc je crois que c'est la mort de l'agriculture française. Écoutez, Eric, j'espère qu'avant de passer à table, quand même, on va trouver 2-3 autres raisons de se réjouir, parce que là, c'est vrai que quand on parle de l'agriculture ou qu'on regarde, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de signaux verts. Mais je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 et puis de toute façon on aura l'occasion d'en reparler puisque vote dans quelques heures à l'Assemblée nationale, vote définitif aussi normalement demain au Sénat, donc vous inquiétez pas qu'on aura le temps d'en reparler. Gilles Platré. Je pensais juste une chose en écoutant notre premier Eric. Eric 1. Je pensais comme bourguignon au moment où au 19e le phylloxéra a envahi le vignoble et a détruit le vignoble français avec des raisonnements
comme ceux des écologistes doctrinaires, on aurait laissé crever le vignoble sans jamais le reconstituer. On a trouvé des solutions qui étaient radicales. Il a fallu planter des pieds américains, greffer des plants français dessus. Mais imaginez une seule seconde que cette idéologie-là ait eu lieu avec un siècle et demi d'avance. C'était une catastrophe. Il faut à un moment donné s'adapter à la nature et à sa rudesse. Ça passe parfois par ses produits. Gilles Platré, vous venez de l'entendre autour de la table également ce matin. Lou Fritel, Najwa El Haïté, Mehdi Reich. On va poursuivre la conversation avec cette fois-ci, tiens, un peu de sport. On a fait un peu de politique, on s'est intéressé à la nourriture avec l'agriculture. Faut maintenant aller lâcher tout ça avec un peu de sport. Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde, c'était hier soir. Des millions de téléspectateurs, bien sûr, devant la télé. Mais cette question quand même, est-ce que tout ce qu'on a vu hier avec un espèce de sensation d'assister à un spectacle quand même, des stars refaites, des mauvaises chansons en playback, des mi-temps qui durent une éternité pour Vous avez l'air avoir d'avoir vu des... souffert. C'est un euphémisme. Vous l'avez souffert, ma chère. Est-ce que hier on n'a pas tout simplement assisté à la fin du foot populaire? Je vous pose la question, vous venez en parler avec nous. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300. La discussion se poursuit. L'ambiance en studio est idéale. C'est normal. C'est que ce n'est que le début de la semaine. Ne vous habituez peut-être pas, amis auditeurs. Ça peut dégénérer très vite, cette histoire. 0826 300 300. Vous invitez autour de la table pour réagir, pour discuter avec nous. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux. Finale de la Coupe du Monde. C'était hier. Des millions de téléspectateurs devant la télé. Ça se déroulait à New York avec tout le gratin. Et quand même, 2-3 petits éléments surprenants. C'est-à-dire que si on avait eu une petite invitation avec le programme, on savait pas ce que ça allait donner, et c'est vrai que ça pouvait être surprenant. C'est-à-dire qu'on a vu Madonna, Justin Bieber, le groupe BTS, je crois qu'on a vu Tom Cruise également faire un petit discours d'introduction. Justin Bieber évidemment faire un peu de gratte, Shakira faire un playback absolument immonde sur la chanson de la Coupe du Monde. Bref, est-ce que tout ça n'a pas signé la vulgarité la vulgarité la plus crasse au sommet de la Coupe du Monde dès que l'argent s'empare d'un sport? Est-ce que hier on n'a pas assisté finalement à la fin du foot populaire? Je vous pose la question autour de la table. Tiens, par esprit de contradiction, est-ce que je me tourne pas naturellement vers vous d'abord, mesdames, consommatrices de foot ou pas? Oui. On avait la bonne table. Alors, est-ce que hier c'était la fin du foot populaire? Najwa, pour commencer. Pour moi, oui, et je vais vous dire, la FIFA... C'est parce que vous n'aimez pas BTS, c'est ça? Oui. Non, je vais pas me lancer là-dessus, surtout que ma fille est fan des groupes pop... K-pop coréenne. Coréenne, ouais. Non, alors je reviens au foot. Je vais vous dire, la FIFA présidée par Gianni Infantino, ça donne ça. C'est-à-dire le foot business, le foot du fric. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, j'y mets pas les formes, mais je préfère dire les choses plutôt que de noyer mes propos dans avec un peu de politesse. Voilà, exactement. Je ne mets pas de la politesse. Pourquoi? Parce que quand on voit cette finale, moi, honnêtement, j'avais l'impression d'être dans un mauvais concert, vous voyez, où se succédaient plein d'artistes, d'ailleurs, qui restaient 3-4 minutes. Même pas. Le temps de faire un peu de gratte. Et puis, ce qui m'exaspérait, c'est les pauses fraîcheurs. Oui, ok, il fait chaud, oui, mais page de pub. Oui, et plus la page de pub, plus quoi d'autre, 30 minutes. C'est-à-dire que la mi-temps qui devait pas faire 30 minutes a duré 30 minutes précisément pour voir Shakira. J'ai souffert avec mon mari parce que on aime le foot, mais honnêtement, j'ai vraiment souffert. Je vais vous dire, on va pas se... la lettre ce matin. Non mais que le foot génère, je vais vous dire Maxime, que le foot génère de l'argent. On le sait, ça a toujours été le cas. Mais il faudrait pas que l'argent viennent prendre le pas sur le sport. C'est un peu trop tard, et ça. Sur la population. Bah oui, on a le mauvais président de la FIFA. J'aurais préféré par Michel Platini. Vous voyez de ça, c'était comme ça avant aussi. Regardez le PSG. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand le Qatar est venu avec le PSG, avec les joueurs stars qui étaient venus? Il y avait déjà le fameux débat sur. Il y a du jeu. Mais il y a du jeu. Enfin moi, non, honnêtement, vous assistez à un match du PSG en plus. Non mais vous assistez à un match du PSG. Vous n'avez pas l'impression que, enfin, ça vous saute pas. Tout est au service du fric. Bien sûr qu'il y a. Non, bien sûr qu'il y a beaucoup d'argent, mais vous avez le match, vous avez le spectacle. Le résultat est quand même aussi sur le populaire. Terrain. Voilà. Lou Fritel, la deuxième fan de foot autour de cette table. En l'occurrence, je suis d'accord que effectivement c'était très très visible, mais en fait on a rendu visible quelque chose qui existe depuis des années. Infantino, c'est le paroxysme d'un truc
qui existe. Et je suis désolée, des places à 14 000 € qui étaient vendues, c'était comme ça aussi. C'était aussi comme ça il y a 4 ans. Et le problème, le foot n'est plus populaire depuis des années, en réalité. C'est-à-dire, moi, je suis fan de foot. Effectivement, je n'ai pu aller que 2 fois au stade, à Paris, au Parc des Princes. Enfin, on est quand même, avant, c'était un sport qui permettait à l'ouvrier, à l'employé. Mais Lou, vous avez dit les choses, c'est-à-dire que depuis que Gianni Infantino est président de la FIFA, il a le mérite de pas être hypocrite au moins. Et puis, je rappelle aussi que ça se passe aux États-Unis avec un certain Donald Trump qui adore ce genre de choses. D'ailleurs, j'avoue que ça aurait pu être mon coup de cœur. J'ai adoré le moment où il s'est incrusté sur la photo de la victoire. Infantino qui essaie de le tirer en arrière, c'était formidable. Mais donc, faut pas oublier ça aussi, c'est le pays où ça se trouve. Je remarque aussi que pour une fois, cette visibilité du fric a rendu tout le monde très en colère. Donc j'ai bon espoir finalement que ce soit peut-être une sorte de backlash pour parler à un bon américain. Qu'on ait peut-être en tout cas une forme de début de retour en arrière après ça. Avec cette finale de la Coupe du Monde, est-ce qu'on a assisté à la fin du foot populaire? Je vous pose la question. 0826 300 300. Gilles Platré. Moi, je n'ai pas l'expertise de nos intervenantes. Je le dis et je l'avoue, je le confesse volontiers. Néanmoins. Quand je vois, alors je vais sortir du show et du prix scandaleux des places qui montait jusqu'à 189 000 €, je crois, hein, la place la plus importante, la plus chèrement payée hier soir. 000. Entre 4 000 et 189 000 €. Le show très à l'américaine d'hier soir. Je pense tout de même, pour le voir sur le terrain, que le foot reste extrêmement populaire. Parce que... On peut le voir aussi avec les audiences des matchs de l'équipe de France, plus de 20 millions pour le dernier. Voilà, c'est ça, on est monté à 22 millions. Moi, j'ai vu sur le terrain, mais le terrain local, on a créé nous-mêmes une fan zone, mais beaucoup de villes l'ont fait aussi. Immédiatement, 5000 personnes arrivent. Les terrasses des cafés absolument blindées. Partout dans la ville, le foot, alors je vous parle pas du star system autour des grandes compétitions, je vous parle de l'engouement populaire. Et il est là, il est même plus que jamais. C'est pas contradictoire à ce qui vient d'être dit. Non, mais au contraire, mais est-ce que, en revanche, sur le système du foot, je le dis avec des guillemets, n'instaure pas une contradiction entre le fait que ce soit un sport extrêmement populaire, pratiqué aussi bien sur un bitume que sur une pelouse de match, mais que derrière on a tout un système qui fait que ce soit très sélectif, que dès qu'on veut aller voir un match un peu sympa avec une place un peu sympa, tout de suite il faut vider son PEL. Est-ce que c'est pas ça la contradiction, j'imagine, que soulevait Lou et qui pose aussi un peu problème quand même? Ouais, c'est possible, mais il n'en reste pas moins que sur le terrain, vous avez notamment vis-à-vis des jeunes, des bénévoles qui font un boulot extraordinaire et qui même dans leur club de foot vont proposer, lorsque leur équipe monte un peu, des rencontres pour quelques euros où vous pouvez aussi vous faire plaisir. Alors ça n'est pas contradictoire à ce qui vient d'être dit, mais je redis simplement que les racines populaires sont pas coupées. Alors sur le sujet des racines populaires, je suis d'accord, ça sera jamais coupé. D'ailleurs, c'est le sport le plus simple au monde. Vous avez besoin d'un ballon, d'un terrain, vous jouez au foot. Donc l'aspect populaire, il existera toujours. En revanche, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on recherche dans le football qui change. On prend par exemple le cas de Gianni Infantino, de ce qui s'est passé à la FIFA. Je vous assure que ça changera jamais. On le rappelle, un président de la FIFA. Non, ça ne changera jamais parce que le foot est devenu un business. C'est surtout que on a déplacé le focal des supporters vers les revenus, et notamment les revenus publicitaires. Et on le voit notamment dans les clubs de foot au niveau européen. C'est que si vous voulez payer des mecs très chers comme Mbappé, vous devez avoir des revenus qui explosent. Donc beaucoup de revenus publicitaires. Donc ça ne s'arrêtera jamais. La financiarisation du foot, comme on peut le voir avec hier, par exemple, vous regardez le terrain du MetLife Stadium, ils vont vendre toutes les parties du terrain. Je crois que c'est entre 4 et 20 000 €. Les petites parcelles de terrain d'hier qui a été foulée, ils vont les vendre aux enchères. On a carrément inventé des bacs comme pour le Super Bowl américain. Donc, il faut dire en effet que hier, le but visiblement de cette finale, c'était de ressembler au Super Bowl. Pour rappeler, le Super Bowl, c'est la compétition de baseball, je crois, c'est ça, avec toujours au milieu tous les artistes ou un artiste qui se produit de manière spectaculaire. Et il y a un aspect qui est éminemment politique, c'est que la FIFA est peut-être la plus grande organisation mondiale. Faut le dire, ça réunit plus de pays que l'ONU. Tous les pays veulent être dans la FIFA. Quand vous êtes un président comme Gianni Infantino, votre première préoccupation, c'est de se faire réélire. Donc vous allez ouvrir la Coupe du Monde à des pays qui ne peuvent pas y aller.
Et le sujet politique, c'est celui-là derrière. C'est-à-dire que vous avez les confédérations, l'UEFA, la CONCACAF. Mais quand vous regardez ne serait-ce que les arbitres, la nationalité des arbitres à la Coupe du Monde, ou le fait que l'on ouvrir un maximum de pays, c'est uniquement dans le but de se faire réélire. Donc c'est un système derrière, peut-être que ça va pas forcément satisfaire les téléspectateurs, mais peut-être que les pays, parce qu'à force d'ouvrir aux 48 pays la compétition, elle baisse son intérêt. Mais certes, mais par contre, tous les clubs, peu importe, vont avoir un billet considérable. Je veux dire, donc en réalité, pour ceux qui vont voter pour lui, vous allongez. Donc en fait, c'est une pyramide. Si la FIFA fait beaucoup d'argent, tout le monde gagnera de l'argent à la fin. La joie à l'acté. Non mais cette manne financière, on la constate, mais il faudrait qu'elle bénéficie à toute la pyramide du foot. Et quand je dis toute la pyramide du foot, c'est le foot amateur, donc au niveau local, d'ailleurs, qui est accessible, comme vous le disiez. C'est la Ligue 2. Voilà, 3, donc 4. que ça bénéficie au foot amateur, que ça bénéficie aussi au foot féminin. Aussi, puisque là vous avez aussi des très bonnes joueuses, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que ces messieurs footballeurs. Et donc voilà, moi c'est pas le problème de l'argent. Pour moi, l'argent n'est pas un tabou, mais il faudrait en effet que cette manne financière, elle puisse bénéficier à toute cette pyramide du football, et au-delà de ça, que les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde soient accessibles et populaires et demeurent populaires. Or, ce n'est plus le cas. J'ajoute un petit point. Mehdi. Vous regardez la nature des supporters qui sont dans les stades de foot aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des modèles à l'anglo-saxonne, des personnes qui sont capables de mettre des billets énormes. Donc ce qu'on va viser, c'est les loges, des personnes qui ont beaucoup d'argent, le tourisme international. La fameuse expérience premium dont on entend parler absolument partout. C'est de l'entertainment, c'est plus vraiment du sport, c'est de l'entertainment. Vous vivez une expérience autour. Et ça se retrouve beaucoup dans les clubs, dans les méga clubs européens, les Manchester United, les Real Madrid. Un club comme Manchester United, même s'il n'est pas bon sportivement, aujourd'hui sa capitalisation financière, c'est entre 8 et 10 milliards d'euros. C'est plus que la totalité du rugby au monde. Donc il faut s'imaginer que derrière la FIFA, c'est aussi des super structures comme le Real, comme le Barça, comme les énormes clubs. Des personnes satisfaites, avec des clients satisfaits. Et donc vous vendez une expérience, vous regardez, moi pour aller à Old Trafford, en fait vous vous retrouvez avec plein de cartes de touristes chinois qui attendent peut-être sur des listes d'attente de 5 ans, 10 ans pour avoir une place, ils sont prêts à mettre $500 à la place. 0826 300 300 avec la finale de la Coupe du Monde qui a eu lieu hier soir. Est-ce qu'on a assisté à la fin du foot populaire? Je vous pose la question à vous, Doumé, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Comment vous regardez ça? Est-ce que pour vous, oui, le foot populaire est mort? Je ne sais pas si le foot populaire est mort. Bon, toujours est-il qu'il faut bien constater que la FIFA, c'est une machine à cash. C'est rien de plus. Si mes sources sont bonnes, cette Coupe du Monde devrait générer 10 milliards de chiffre d'affaires. Ils vont reverser 800 millions d'euros, soi-disant. Donc, où vont les 9 milliards 200 millions? Je ne sais pas. Deuxième chose. Quand j'ai vu cette parodie, là c'est à l'américaine, c'est du Super Bowl. On a vu des Mickey à la mi-temps s'agiter. On a vu des gens du People. On se demande ce qu'ils viennent faire. Tom Cruise qui reste dans ses avions, et sur sa toile. Qui reste à faire des cascades, c'est ça que vous voulez dire? Attendez, c'est une parodie. On est tombé dans le ridicule. Et moi je suis ancien professeur de PS. Je suis à la retraite. Le sport, je connais un peu. Je l'ai éduqué pendant 40 ans. Quand je vois ça, je me dis, mais les gamins, le foot, il est où? Heureusement, je vais terminer là-dessus. Je vais pas me focaliser uniquement sur l'aspect financier et le business. Mais heureusement que l'Espagne nous a fourni un peu de football. Oui. Parce que entre l'Argentine, qui n'a fait que pendant 3 tours, qui a été protégée par la FIFA et qui se retrouvait en finale, pour casser du joueur, avoir un comportement anti-sportif. Vous dites malgré la vulgarité ambiante. Et oui, alors là, le problème, c'est que si on commence à faire le débat foot, on c'est pas du tout ça. Du coup, ça rejoint l'argument du populaire, mais alors ça se voit beaucoup avec l'Argentine. C'est pour cette raison que c'est un pays qui a quand même pas mal aimé, c'est que les pays gardent des spécificités du foot et des cultures et des manières de faire le football. Les Argentins, ils ont toujours joué salement. Ils ont toujours joué salement, ils joueront salement, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens en partie les détestent, parce que les Argentins jouent comme ça. Maradona, c'est un super joueur de foot, mais c'est aussi un tricheur. Donc, c'est peut-être surtout pour ça qu'après longtemps de temps, il est respecté. Merci beaucoup en tout cas Toubé de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. C'est la fin des débats. Dans un instant, on reste bien sûr avec la tablée de l'élite qui m'entoure et on fait les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo.
Fin de notre émission débat avec les coups de cœur et les coups de gueule autour de la table. Toujours Najwa El-Haïté, Lou Fritel, Gilles Platré, Mehdi Reich avec, tiens, peut-être commençons sur ce qui fait la transition avec le sujet qu'on vient de clore, à savoir le foot et un véritable coup de gueule. Je vous préviens, hein, d'emblée, la semaine, il y a des gens qui ont besoin de la démarrer en posant un certain nombre de choses au centre de la table. Je crois que c'est le cas de Lou Fritel qui fait un coup de gueule sur le comportement des Argentins. C'était hier à la fin du match. Tout à fait. Alors, à la fin du match, une fois le match fini, ils ont commencé à... Lou n'a vu que les 25 dernières minutes. Vous êtes méchant, Maxime. Oui. Bah oui, je travaille. Voilà. On n'a pas tous ce même dimanche. En l'occurrence, effectivement, je veux dire que pendant le match, ça se chauffe. Effectivement, c'est le jeu des Argentins, mais après le match, une fois que vous avez perdu, c'est quand même une très mauvaise image que vous laissez. Moi, ça me fait rappeler aussi de la victoire qu'ils avaient eue il y a 4 ans, où pendant 2 jours, c'était des insultes racistes, des insultes homophobes envers les Français. Ah oui. Et puis à côté de ça, mes amis espagnols que j'ai eu l'heure de voir ce week-end m'ont quand même raconté que pendant tout le week-end, il y avait des Argentins qui se baladaient chez eux à Madrid ou à Barcelone et qui allaient sur des monuments hurler leur haine de l'Espagne et le fait qu'ils allaient les exploser. Je trouve que vraiment, mais c'est une équipe détestable. Je suis très heureuse qu'ils aient perdu. Vous faites effondrer de rire Mehdi Reich. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est le football argentin. Mais c'est pas du football, là. Ils sont comme ça. C'est de la nature humaine. C'est leur culture footballistique. Bah oui, les Paraguayens, c'était la même chose. Ah oui. Les Uruguayens voulaient jouer au football, c'est une horreur. Vous allez souffrir pendant 90 minutes. Et encore, on n'a pas eu de morsure cette année. C'est pas faux. Mais ils sont comme ça. Ce que vient de dire Lou, vous, la fan de foot aussi, déception quand même vis-à-vis de ce foot qui tout d'un coup se transforme en boxe anglaise. Non, bon, moi ça me faisait rire, oui. Enfin bon, parce que en effet, c'est la virilité. Enfin, on connaît les. Bon, mais c'est la virilité, ça va alors. Attendez, ça ne justifie pas et ça pardonne pas. Attention. Moi, le coup de gueule, c'est par rapport. Non, mais moi, mon coup de gueule, c'est par rapport aux arbitres. Parce que franchement, les arbitres, ils étaient où? C'est-à-dire que quand un des joueurs espagnols se prenait un coup, ça méritait par un joueur argentin, ça méritait un carton rouge. Il était où le carton rouge? Et ça, c'était pas uniquement dans le cadre de ce match. Après la politique et après le droit, Najwa, moi je sens une carrière d'arbitre pour vous. Je sens quelque chose. Aussi, je le sens aussi. Bon, vous gardez la parole parce que vous allez nous faire un coup de gueule. J'avais prévenu un coup de gueule sur la justice. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors mon coup de gueule, en effet, concerne la justice. Pour moi, la justice n'a ni de couleur politique ni de couleur religieuse, et je dirais pourquoi je dis ça, puisque on ne peut pas. Voyez, moi, je ne suis pas étonnée que les Français perdent confiance en la justice, et c'est bien triste parce que je le disais aussi tout à l'heure, nous avons quand même de très bons magistrats qui font leur travail et peu d'idéologues parmi les magistrats. Je ferme la parenthèse. Mais ce qui m'exaspère, c'est lorsqu'un magistrat ou un syndicat de magistrats participe à une conférence de presse organisée par un parti politique, et là je pense notamment à LFI, pour contester une loi votée au Parlement. Donc il ne s'agit plus d'un simple débat d'idées là, mais il s'agit de remise en cause de la neutralité de la justice. Et c'est là où ça m'exaspère. Alors, je parlais également de neutralité au niveau religieux. Vous savez, moi, je fais partie des nombreux professionnels du droit qui nous mobilisons pour que la justice soit neutre. Pourquoi je dis ça? Parce que même dans notre métier d'avocat, vous avez des revendications communautaires pour que la robe soit portée avec un signe religieux, notamment avec le voile. Et nous sommes notamment. À Lyon. Et nous sommes donc nombreux à estimer que la justice doit être neutre, impartiale. Et donc, j'en termine en disant que ce n'est pas possible qu'un magistrat puisse participer à une conférence de presse organisée par un parti politique. Ce n'est pas possible non plus qu'un syndicat de magistrats affiche haut et fort son appartenance politique, parce que vous émettrez toujours un doute concernant leurs décisions. Et j'en termine en disant, la justice, elle est rendue pour le peuple français. Elle n'est pas rendue pour un parti politique, un gouvernement ou je ne sais quoi.
Mais donc c'est la fin de mes propos. Voilà, ça c'était le coup de gueule de Najwa. Elle a été, vous parliez de convictions religieuses. Je me tourne vers Gilles Platré, parce que, alors loin de moi l'idée de faire des transitions parfaites, mais il faut croire que c'est un métier. Mais vous êtes parfait, mon cher Maxime. Si seulement. Gilles Platré, parce que vous aussi, il y a eu un mélange entre le religieux et le politique récemment, et ça vous a énormément frappé. Ça remonte à quelques jours, c'est pas vieux. C'était le centenaire de la Grande Mosquée de Paris, où on a vu venir un certain nombre de représentants des autorités gouvernementales, de la région, de la mairie de Paris aussi, le maire de Paris, Valérie Pécresse par exemple, Pécresse, M. Nunes était là également. Le ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'a choqué, il y a deux choses qui m'ont choqué en réalité. D'abord, c'est le choix. Alors, nous avons un bon exégète sur le plateau, donc je vais être très prudent dans ce que je vais dire, parce qu'on a déjà croisé le fer, en tout cas très amicalement sur ces sujets-là. Le choix des versets qui ont été choisis, qui ont été récités devant ce brillant aéropage public et gouvernemental, et qui sont tirés d'une sourate qui se finit, c'est les derniers versets de cette sourate, en condamnant les égarés et ceux qui ne suivent pas le chemin d'Allah. Alors c'était dit en arabe, c'était pas dit en français, mais la traduction est celle-ci, et ça a quand même fait dire à certains, et comme je suis d'un très mauvais esprit, je pense qu'il n'y avait peut-être pas complètement de coïncidence fortuite en la matière, que notre cher recteur de la Grande Mosquée, Monsieur Hafiz, contre lequel j'ai déjà, lui pour le coup, croisé le fer lorsqu'il avait condamné en particulier les banquets du canon français comme étant des rassemblements crypto-fascistes de gens qui mangeaient du cochon et qui excluaient les autres, a sans doute tout de même supervisé le choix de ces versets, et face à des gens qui ne sont pour la plupart pas musulmans, en tout cas représentants du gouvernement, ça pose quand même une question. La deuxième question qui est posée, c'est effectivement la suite de toutes les interventions publiques qui ont été faites. Je passe sur celle du maire de Paris, il a le droit de penser qu'il manque de grandes mosquées en France, c'est pas forcément mon avis, mais ça passe encore, je l'admets à titre de débat. En revanche, ce que j'admets moins, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit, et vous allez voir la lourdeur, et ça rejoint complètement ce que nous venons de dire en matière de justice, qui dit dans une déclaration que chacun dans une France laïque ne devrait pas avoir à choisir entre la foi et la citoyenneté. Au fond, c'est juste. Vous avez le droit, effectivement, d'avoir votre foi dans une France laïque. Dans ce contexte. Mais ne pas choisir, ça veut dire quoi ? Est-ce que quand vous avez un conflit entre la norme religieuse et la norme de la République, vous n'avez pas un choix à faire ? Si vous ne dites pas, en tant que ministre de l'Intérieur, que le choix, c'est le respect de la norme républicaine, c'est-à-dire le respect de la loi dans le pays dans lequel vous vivez, vous laissez la porte ouverte à tout. Et cette façon qu'a le ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, de se coucher devant le recteur de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il y a une espèce de servilité assumée, réitérée du ministre de l'Intérieur lorsqu'il va, et il y va régulièrement, il était encore là pour l'iftar des ambassadeurs il y a 3 mois, 4 mois de cela, c'est tout de même assez assommant quand on sait de surcroît que M. Hafiz est le véritable ambassadeur du régime de M. Tebboune en France, c'est pas la peine de se le cacher, on connaît ses liens. Donc moi j'ai été particulièrement choqué de ces deux faits-là, l'espèce de provocation dans le prêche de l'imam, et cette servilité du ministre de l'Intérieur qui devrait au contraire rappeler que lorsqu'il y a un conflit entre la foi et la norme républicaine, c'est dans la République française la norme républicaine qui doit s'imposer. Je vous voyais acquiescer, ou en tout cas, opiner. Vous êtes d'accord sur le comportement, on va dire, assez incompréhensible du ministre de l'Intérieur, décrit à l'instant par Gilles Platré? Ah mais absolument, et surtout ce qui est très étonnant, c'est que c'est pourtant quelqu'un qui travaille, en tout cas qui a pu être abreuvé de notes par Thibault de Montbrial. Thibault de Montbrial, qui est donc avocat, qui est pas du tout sur ce genre de ligne. Donc c'est vrai que ça a été, moi j'ai été assez surprise des prises de position qu'il a eues à partir du moment où il a incarné le rôle de ministre de l'Intérieur. De fait, à rassembler un certain nombre de voix qui d'habitude font plus que débattre contre lui, ce qui est toujours assez rare. Najwa El Haïté. Je vais dire la même chose, mais en disant que le choix des versets, oui, est problématique, notamment en ce qui concerne l'un de ces versets qui est quand même assez guerrier. Il est guerrier. Euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. Mais je vais vous dire, moi, le recteur de la mosquée de Paris, c'est pas nouveau. Souvenez-vous quand Salman Rushdie a subi un attentat en août 2022, qu'il a perdu son œil. Le tweet du recteur de la mosquée de Paris m'a vraiment interpellée. Tout aussi violent. En gros, enfin, je me souviens pas de ce tweet de manière précise, mais c'était mérité, et que ceux qui ne suivent pas la ligne, de l'islam, etc., verront leur coup,
tranché ou enfin pas tranché comme ça, mais c'était problématique aussi. Et il est ça, sur le La fil mise en danger, constamment en tout cas, de ceux qui ne suivent pas la ligne tout Midi à Reich. fait. Je pense, alors je sais pas quelle sourate c'était, je pense que c'est At-Tauba ou la sourate 5. C'était la Fatir. Ah, c'est la Fatia. Ouais, les versets 6 et 7. Je suis beaucoup moins la Fatia, versé. c'est la sourate la plus connue, c'est une des, avec la sourate de la vache qui est la plus longue. Non, je suis d'accord, mais pour moi, c'est une question d'ingénierie politique derrière et communautaire que fait Laurent Nunez. Donc c'est juste de l'ingénierie politique. Et l'envie de maintenir le système aussi. D'ingénierie politique et de combine. C'est Peut-être un mot sur votre coup de gueule, Mehdi, un mot en quelques secondes sur ce qui s'est passé du côté de Grenoble. Alors désolé pour Barbara Butch, donc qui a subi une agression de la part de certains militants palestiniens au cri de Free Palestine, parce qu'elle était donc elle avait signé une tribune sur au point pour Caroline Yadan avec la loi Yadan, et puis finalement elle a retiré son approbation à cette tribune. Mais je rigole un peu de cette gauche qui aujourd'hui a mis en avant sur un véhicule idéologique tout ce qui s'était passé avec Free Palestine, et puis finalement ils vont se faire mélanger par les militants qui sont encore plus radicaux qu'eux. Voilà, je dis pas que c'est bien fait parce que faut pas absolument pas dire. Ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir. Mais quand on voit surtout que ça commence à annuler des concerts, des idées qui sous prétexte, en tout cas des personnes qui sous prétexte d'idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord commencent à interdire des événements artistiques, je trouve que c'est vraiment parmi les signaux qu'on envoie les plus dramatiques, les plus désespérants de notre époque. Merci à tous d'avoir participé à cette première émission de la semaine. Najwa El Haïté, docteur en droit public et auteur de votre dernier livre aux éditions Mareuil, Maître, sortez-moi de là. C'est fait, regardez, vous êtes au micro, tout va bien. Lou Fritel, journaliste politique chargé en l'occurrence des droites à Paris Match, Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône et Mehdi Reich, analyste politique. Je vous souhaite un bon après-midi et une belle journée, messieurs. Dans un instant,